Le meilleur des perdants, c'est celui qui refuse de gagner. Bonjour. 13 milliards d'euros de cessions en 1986, 26 entre 1993 et 1997, 14 milliards de 1997 à 2002. Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations. Aucune majorité n'y résiste. Sur les étals publics, on trouve de tout. Armement, banques, infrastructures, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625 et leurs employés de plus de 2,2 millions à moins de 800 000. Mais pourquoi céder aux intérêts privés ce qui appartient à la collectivité? Premier argument, lâcher du lest pour éponger la dette. Depuis 2010, c'est le remède prescrit par les 3 principaux bailleurs de la Grèce. Doublé d'une cure d'austérité, le traitement a abouti en 2018. La dette atteint désormais le record de 180% du PIB. Beau boulot. Mais ça, c'est pour le court terme. Pour nombre de ses défenseurs, privatiser est une question d'efficacité. Sans compte à rendre, les administrations en charge des services publics s'endormiraient sur leur laurier. Et rien de mieux que le marché pour leur donner un bon petit coup de fouet. C'est pour ces raisons que le gouvernement britannique a décidé de privatiser l'eau à la fin des années 1980. Investir, rénover, réduire les frais. En 2015, la facture est tombée. Les prix ont augmenté de 40% et 3 milliards de litres fuient quotidiennement. 1/5 de l'approvisionnement national. Les efforts des entreprises privées se sont orientés ailleurs. Entre 2007 et 2016, 95% des profits ont été distribués aux actionnaires, de l'intérêt général à celui de quelques particuliers. 14 août 2018, le pont Morandi à Gênes s'effondre, provoquant la mort de 43 personnes. L'enquête a depuis démontré que l'ouvrage construit en 1982 avait été mal entretenu. 98% des investissements de renforcement du pont ont été effectués avant la privatisation d'Autostrade Italia en 1999. En 2017, Atlantia, concessionnaire du pont et filiale du géant Benetton, affichait pourtant un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros. La poule aux œufs d'or s'était laissée plumer. Mais rassurez-vous, l'État veille. Pour chaque mission confiée au privé, un cahier des charges est établi pour s'assurer que le service soit contrôlé. Qualité, accessibilité et prix. En 1995, les 18 concessionnaires des autoroutes françaises s'engagent à limiter l'augmentation annuelle du prix des péages à 70% de l'inflation. Juré, craché. Entre 2009 et 2012, les prix chez SAPN, ASF et Escota ont affiché une hausse de 2,2% par an, 1 point de plus que prévu. Une clause prévoyait des sanctions, 0,3% du chiffre d'affaires, discrète amende, que l'État n'a même pas réclamé. Tout ça, c'est de la faute de l'Europe. En êtes-vous bien sûr? Suivant l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'UE est neutre dans les choix des formes sociales des entreprises pour le marché intérieur. En clair, dans de nombreux cas, c'est la France qui choisit de privatiser. Alors que le gouvernement d'Édouard Philippe entame la mise aux enchères des barrages hydroélectriques français, prétextant l'injonction de Bruxelles, nos voisins ont pris d'autres options. L'Allemagne les a exclus de la concurrence, la Suède les a soumis à un régime d'autorisation publique et l'Italie a maintenu le monopole d'Enel jusqu'en 2029. À l'étranger, la France défend même activement les privatisations quand elle bénéficie à ses champions. Par le biais des traités internationaux sur les investissements, les pays occidentaux sécurisent des parts de marché en poussant les autres à ouvrir les secteurs nationalisés à la concurrence. La SNCF, fleuron de nos services publics, est désormais implantée dans 120 pays du monde et réalise un tiers de son activité hors de France. Et pour garantir la pérennité de son emprise, elle joue des clauses de non-retour en arrière pour dissuader les pays déçus de renationaliser des privatisations pas assez performantes. En 2006, l'Argentine, insatisfaite des services de Suez Environnement, ramène la gestion de l'eau de Buenos Aires en gestion publique. En 2015, le géant français gagne son procès. L'imprudente nation a dû régler 405 millions de dollars pour le manque à gagner. Prétendant défendre l'intérêt général, l'État gestionnaire se retrouve à privilégier les géants privés au nom de la pseudo-performance des marchés. Une fois les biens communs bradés, il ne reste plus à l'État qu'à servir de garantie en cas de défaillance. Privatiser les profits, nationaliser les pertes. L'éternelle histoire. Quel dogme a convaincu l'État qu'il devait se priver de tout levier? Alors, François-Xavier Dudoué, première. Je suis François-Xavier Dudoué, sociologue, chercheur au CNRS. Je suis incapable d'expliquer les dernières privatisations parce qu'elles n'ont aucun sens économique. À mon avis, elles ne peuvent répondre qu'à 2 motifs, à mon sens. D'une part, un motif idéologique. Tous les gouvernements depuis 1988 ont privatisé.
Et je vois pas Emmanuel Macron ne pas privatiser. Voilà, parce que je pense que ce serait bien le seul, ce serait un peu bizarre. Donc il y a un motif un peu idéologique là-dessus, voilà. Et puis il y a un motif qui est un peu plus triste quelque part. Enfin, il y a un autre motif qui serait que voilà, il s'agit de servir les marchés financiers parce que les privatisations sont des sources d'enrichissement considérables au moment de la privatisation parce que c'est comme une émission quasiment. D'ailleurs, la mise sur le marché, c'est vraiment un moment d'enrichissement considérable pour les acteurs financiers. Donc je pense que c'est une manière de rémunérer le monde de la finance que de mettre de nouvelles entreprises sur le marché. Mais ça va absolument pas les aider à faire quoi que ce soit. Parmi les PDG des entreprises du CAC 40, vous avez majoritairement des dirigeants issus de l'État, c'est-à-dire d'anciens hauts fonctionnaires. Ils ne revendiquent pas, évidemment, cette appropriation des grandes entreprises, et de facto, c'est le cas. C'est-à-dire que si on prend le CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières capitalisations de la Bourse de Paris, ils deviennent la population majoritaire parmi les numéros 1. Donc pour les entreprises privées, c'est un peu étonnant. Mais ça prouve bien qu'effectivement, le mécanisme des privatisations s'est fait à leur profit. Quoi qu'ils en disent. Et d'ailleurs, ils accompagnent cette prise de pouvoir des entreprises nouvellement privatisées par tout un discours qui vise à délégitimer l'État, délégitimer l'action économique de l'État. Je pense par exemple au rapport Pébro sur la dette de l'État, un très mauvais gestionnaires qui empruntent trop, etc. Bon. Et un autre dirigeant comme Henri Decastre qui explique que l'État devrait être géré comme une entreprise, alors que lui-même est inspecteur des finances, comme Pébro. Et, je peux en citer plusieurs comme ça qui, effectivement, n'hésitent pas à faire des sorties publiques pour expliquer combien l'État est un mauvais gestionnaire, combien l'État est dépensier, combien l'État est un frein à la prospérité économique du pays, alors qu'eux-mêmes doivent toute leur carrière à l'État. On est dirigé par des gens qui sont convaincus de l'inutilité de l'institution qui les a fait. Et donc, on a un problème au sens où ceux-là qui sont censés défendre et servir l'État s'emploient chaque jour à le détruire. Et donc, les hauts fonctionnaires qui ont pris la tête des grandes entreprises sont rentrés avec cette idéologie-là. Alors, pourquoi c'est possible? Comment c'est possible? La seule interprétation que j'ai, c'est que ce sont des gens qui sont animés par une carrière de bureaucrate. Or, cette carrière de bureaucrate, comme disait Max Weber, les entreprises capitalistes sont l'archétype de la bureaucratie. Et on peut faire une carrière de bureaucrate aussi bien dans l'État que dans une grande entreprise. Et finalement, dans les temps qui sont les nôtres, entre être directeur du Trésor et directeur de BNP Paribas, allez, peut-être mieux BNP Paribas. En tout cas, on gagne beaucoup plus d'argent. Et ça, j'interprète ça, en fait, comme un phénomène, finalement, d'abandon de la part de l'élite administrative qui, en fait, abandonne l'institution pour laquelle elle a été faite et qu'elle devait servir. Et si c'est le cas, ça veut dire que, effectivement, c'est que le pouvoir n'y est plus. C'est-à-dire, si on veut voir où est le pouvoir, il faut suivre ceux qui le servent. Et si ceux qui le servent ne servent plus l'État, c'est qu'il est ailleurs. La promesse qui avait été faite avec les privatisations n'a pas été remplie. La diminution du chômage de masse, voire son éradication, rien du tout. Le fait que les entreprises seraient plus fortes dans la mondialisation, ça a été un temps, mais on voit aujourd'hui que les entreprises françaises, elles sont malmenées. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises où l'État est très fort qui tiennent la rampe. Et on a beau dire ce qu'on veut, les États-Unis sont libéraux, mais dès qu'ils passent les frontières, l'État est surpuissant. Et surtout, même l'État peut se permettre d'être relativement en retrait, ils tiennent la monnaie. Et troisièmement, il y avait l'idée que, voilà, c'est ça aussi le fond des privatisations, c'est l'idée que oui, mais on va plus demander à l'État de financer les entreprises, ce sera le marché qui va financer les entreprises. Sauf que si vous regardez les opérations boursières, le marché ne finance pas les entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises servent plus à financer les marchés à travers les dividendes, les rachats d'actions, qu'à se faire financer. Donc les privatisations ne servent pas à financer les entreprises. Donc en fait, les privatisations, c'est un moyen de financer les retraités américains. C'est-à-dire en privatisant, finalement,
Plutôt que d'avoir de l'argent qui va plus ou moins directement dans les caisses de l'État, eh ben on verse ça aux ayants droit des fonds de pension américains. Les privatisations, c'est la remise de 2 millénaires d'ordre social en Europe occidentale. C'est pas des petites privatisations comme ça qu'on a faites. Hein. On se dit, voilà, tel secteur, bon, on va le... Non, c'est le désengagement, parce que derrière la privatisation, vous avez deux autres choses qu'on oublie. La privatisation, elle commence en 86, très bien. On commence à privatiser Paribas, la Société Générale, bon, ok. C'est pas très important, Alcatel, bon, très bien. Mais surtout, ce qui va suivre, c'est d'abord la privatisation de la monnaie. Et non seulement elle va être privatisée, mais tout de suite après, avec l'euro, l'État va perdre toute souveraineté dessus. Ça, c'est la vraie révolution. Et deuxième chose qui est moins importante peut-être, mais qui est tout aussi significative, c'est l'abandon du plan en 93. En 93, vous avez la privatisation de la monnaie et vous avez l'abandon du plan. Pour moi, la personne et la parole qui symbolise en fait cette démission de l'État, c'est Lionel Jospin, quand il dit « l'État ne peut pas tout ». Du point de vue de l'histoire de France, c'est un renversement. Parce que l'histoire de France, c'est l'État peut tout. Et à partir du gouvernement Chirac en 86, puis ensuite de tous les autres, au contraire, c'est une entreprise, et encore plus avec Emmanuel Macron, hein, et c'est une entreprise en fait de délitement de l'État, de d'émiettement de l'État, morceau par morceau. C'est-à-dire, il faut que l'État soit de moins en moins fort, il faut de l'État de moins en moins fort. Et pour moi, la seule interprétation à peu près rationnelle que j'ai, c'est qu'on est nous-mêmes en train de rentrer dans un autre empire. C'est-à-dire qu'on perd notre souveraineté à travers notre État et qu'en fait, on est en train de devenir un État féal des États-Unis, pour l'instant, ou d'un autre. Mais effectivement, l'histoire de France, un pays européen lui-même colonisateur, c'est doublement fini puisque nous-mêmes, on est en train de devenir une colonie. On l'est déjà sur le plan idéologique et on va le devenir de plus en plus sur le plan économique et bientôt sur le plan politique.